Alors, dans les deux entretiens précédents, on a parlé de mon intérêt pour l'ethnomusicologie comme composante essentielle de la musicologie et les recherches, disons, de caractère historique et méthodologique que j'ai faites à propos de l'ethnomusicologie comme telle, comme discipline. On a ensuite parlé la dernière fois, dans le dernier entretien, de ce que j'ai pu enregistrer et trouver chez les Baganda de l'Ouganda. Mais en fait, j'ai eu un contact concret avec l'expérience de terrain, la recherche ethnomusicologique sur le terrain, beaucoup plus tôt que mon expérience africaine à propos des Inuits. Et la raison pour laquelle j'ai plongé en quelque sorte dans l'étude de la musique des Inuits, elle est reliée avec ce fil fondamental qui a parcouru, je crois, tous ces entretiens, à savoir que je voulais absolument que les méthodes que je tentais de développer en sémiologie musicale et à partir notamment de la technique paradigmatique, je voulais absolument les appliquer à de la musique de tradition orale. Donc je n'avais aucune expérience, si ce n'est une expérience par le disque ou une expérience livresque à propos des musiques de tradition orale, mais il était évident pour moi a priori, et ça s'est confirmé par la suite dans les travaux que j'ai entrepris, que l'ethnomusicologie devait être quelque chose de fondamental dans le travail du musicologue. Alors, lorsque j'ai fait mes premiers cours de sémiologie à la faculté de musique, là, j'avais des étudiants qui avaient tous des intérêts assez différents, et puis en bavardant avec les étudiants, certains étudiants, on me dit, mais ce serait quand même vraiment bien que tu étudies des choses de la musique autochtone du Québec ou du Canada. Alors, j'avais pas d'idée précise de ce qu'on pouvait ou de ce que je devais faire. Et là, j'ai pris contact avec le département d'anthropologie de l'Université de Montréal. Et on me dit, écoute, tu devrais aller voir Hassan Balexi. Et je crois qu'il a des choses assez passionnantes qui pourraient te faire entendre. Alors, je me souviendrai toujours du moment où, dans le salon de Balexi à Outremont, il me sort des bandes et il me fait entendre des jeux de gorge. Et j'ai évidemment eu cette révélation sonore, le choc musical que peut représenter pour un mélomane ou un musicien occidental ces sons, ces pièces qui sont faites avec d'autres moyens que ce que l'on entend dans l'opéra italien, etc. C'est-à-dire une musique qui va exploiter l'utilisation d'abord de l'expiration, de l'inspiration, des sons voisés et des sons non voisés, ou inspirés voisés et inspirés voisés. Donc ça nous fait... alors ce que je viens de vous dire là, dont j'ai fait la démonstration en 30 secondes, ça nous aura pris je ne sais pas combien de temps avec l'équipe de recherche que j'ai décidé de former pour étudier les jeux de gorge, ça nous a pris beaucoup de temps pour le comprendre. Pourquoi ? Parce que déjà au départ, quand on assiste à un jeu de gorge, il y a deux voix de femmes. Les deux femmes utilisent ces sons de manière combinée et avec des décalages, ce qui se fait qu'on ne sait pas qui fait quoi. Et c'est seulement lorsqu'on dispose de certains enregistrements des performances de chacune des femmes de manière séparée qu'on peut se pencher puis se dire, ah ben oui, là, on peut le faire répéter sur le terrain, demander à une femme, dit, bon ben fais-moi donc pour moi tout seul ce que tu fais avec ta copine. Puis alors c'est là que, de fil en aiguille, on est arrivé à la construction de cette typologie voisée, non voisée, expirée, inspirée, qui nous est apparu comme essentiel pour comprendre le fonctionnement du jeu de gorge. Je dis nous ici, je suis allé un petit peu vite, je devrais préciser que non seulement il y a eu le déclenchement initial de ce que Balexi m'a révélé,
Mais j'ai fait entendre des enregistrements de Balexi qui m'avait prêté. J'ai demandé bon, qui est-ce qu'ici, dans ma classe, serait intéressé à ce qu'on étudie un petit peu la musique des Inuits. Vous m'avez suggéré que je devais, et je suis 100% d'accord, étudier des musiques autochtones. Et c'est là que je suis entré en contact avec Bernard Saladin d'Anglure, au point que les étudiants qui voulaient travailler sur la musique des Inuits ont fait un an d'études et de recherche à Laval. Ils ont déménagé pour aller à Laval, où ils ont suivi les cours qui étaient offerts à l'époque sur la culture inuite. Donc Laval est intervenu de façon importante, d'abord dans la formation de mes étudiants. Et par ricochet sur moi-même, parce que j'en savais à peu près aussi peu que eux. Et bien souvent, ils m'ont répercuté les éléments d'information sur les ouvrages importants à lire, etc. Voilà. Alors, une fois que cette formation a été faite, l'idée a été que je demande une subvention de recherche au CRSH de l'époque. Ça s'appelait encore le Conseil des Arts. Après, c'est devenu le Conseil de recherche en sciences humaines. Et comme il s'agissait d'étudier quelque chose d'assez inouï, sans jeu de mots, sur le patrimoine musical du Canada, j'ai obtenu une subvention pour les 3 étudiants, les 3 chercheurs qui ont travaillé avec moi pour 6 ans. Donc il s'agissait de Nicole Baudry, de Denise Harvey et de Claude Charon. Alors, tout le monde a fait, ils ont fait pour donner une idée globale des types de recherches, de voyages qu'ils ont fait. Claude Charon s'est concentré sur les îles Belcher, sur Sanikiluark. Nicole Baudry est allée à Cape Dorset. Et puis, Denise Harvey est allée à Pen Bay, qui porte maintenant le nom de Kangersuk. Voilà. Alors, au fond, ils sont allés faire du terrain avant moi. Je me suis décidé à faire du terrain après eux. Mais le premier résultat concret du travail de mon équipe de recherche, ça a été la production d'un disque. Dont je vous présente la pochette de l'édition originale en vinyle. Alors, chants et jeux des Inuits du Canada, sous le label de l'UNESCO. Ça a été très, très... Je crois pouvoir dire que le premier médium par lequel les jeux de gorge ont été connus en dehors de l'ère inuit, c'est ce disque. Il y a eu un petit peu après un disque qui a été fait à Toronto, à Puvernetuk, mais le premier disque, c'est vraiment celui-là. Et ça a été un succès, ça a été et c'est encore un succès tel que, bon, d'abord il y a eu une édition japonaise que malheureusement je n'ai pas, mais je l'ai vu un jour par hasard au Japon, où le texte et puis tout a été traduit en japonais, malheureusement je ne l'ai pas. Mais c'est aussi... c'est que ce disque, il a fait l'objet d'une deuxième édition en vinyle, et après il a été repris en compact, et il y a, pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai reçu une nouvelle édition de ce disque en compact. Donc vous voyez, c'est un disque qui est paru en 1974, si ma mémoire est bonne. Et nous sommes en 2015. Ce disque est toujours en circulation. Il a été repris par les Smithsonian, qui ont racheté parce que ces collections de disques de l'UNESCO se sont baladées de maison en maison. Ça a d'abord été Philips, ensuite il y a une autre firme qui l'a pris, puis après ça a été racheté par une troisième. Mais les jeux de gorge ont circulé à travers cet enregistrement.
préoccupations d'un ethnomusicologue sur le terrain sont multiples. Il y a évidemment, comme on vient de le voir, de comprendre comment fonctionnent des genres particuliers, qu'il s'agisse du jeu de gorge ou qu'il s'agisse de la danse à tambour. Et au fond, il faut bien voir que ce que l'on fait, c'est de la reconstitution historique. Parce que les danses à tambour aujourd'hui, elles sont jouées dans des préaux d'école ou dans des espaces qui sont ceux qui ont été construits par les Blancs, alors que bien entendu, comme on l'a vu dans la petite maquette tout à l'heure, la danse à tambour, elle était effectuée, elle était jouée à l'intérieur de l'igloo et en s'adaptant d'ailleurs à la forme circulaire de l'igloo avec les femmes qui sont tout autour du ou des danseurs. Alors, donc, il y a ce côté reconstitution historique qu'on peut obtenir de la part des informateurs, comme je l'ai fait, qui venaient confirmer ce que Rasmussen avait raconté sur l'exécution de la danse à tambour dans la région d'Igloolik. Il y a aussi, bien entendu, qu'il veut faire des enregistrements. Et je dirais qu'au fond, un des drames pour l'ethnomusicologie des missions de Rasmussen, c'est qu'il a cassé son phonographe au début de sa mission, et que je ne sais pas comment il a fait pour noter tous les mythes et tous les textes des chants qu'il a fait, mais malheureusement, on n'a pas eu la contrepartie sonore, la contrepartie musicale de ce qu'il avait si soigneusement enregistré. Donc, c'était le travail de l'ethnomusicologue d'une génération bien postérieure à Rasmussen, qu'il s'agisse de Ramon Pelinski chez les Inuits du Caribou, qu'il s'agisse de Beverly Kavanagh dans son travail sur les Netsilik, qu'il s'agisse aussi, là ils sont nombreux, des gens qui ont travaillé sur la musique du Groenland, et c'est comme j'ai essayé de le faire dans la région de Igloolik, Pond Inlet, et d'une de mes étudiantes qui s'appelle Paola Conlon et qui a fait des enregistrements à Arctic Bay. Donc, ces enregistrements nous permettent d'entendre. Il y a bien sûr les vidéos, comme on l'a vu tout à l'heure, qui nous permettent de voir à quoi ressemblait la danse, mais il faut voir aussi à quoi ressemblait le chant au point de vue musical. Alors, une des choses, évidemment, que fait l'ethnomusicologue, je ne m'y attarde pas parce qu'on rentre dans les détails techniques, c'est de transcrire et d'analyser les chants pour savoir comment ça fonctionne, quels sont les types de motifs qui sont utilisés, qu'on retrouve d'une région à l'autre. Il y a des travaux extrêmement subtils et complexes qui sont faits, qui existent, mais qui relèvent vraiment de la technique analytique ethnomusicologique pure, mais c'est une des motivations de notre travail. Alors, ce à quoi je fais allusion ici, c'est au disque sur la récolte faite à Pond Inlet, Igloolik et Arctic Bay, qui a été publiée par le musée d'ethnographie de Berlin. Et la raison pour laquelle j'ai publié mes enregistrements dans cette collection, c'est qu'il y a une possibilité qui est tout à fait extraordinaire. La plupart du temps, dans 99% des cas, on a l'espace, on a une pochette, le dos d'une pochette de disque pour donner les explications. Ici, quel luxe, n'est-ce pas? On sent qu'on a affaire à une publication, une entreprise faite par des scientifiques, par des anthropologues, par des ethnomusicologues, et je disposais, bien sûr c'est une édition bilingue, français-anglais, mais je disposais de plus de 100 pages pour faire tous les commentaires sur les chants de danse à tambour, sur la danse à tambour elle-même, pour publier des illustrations, et quel luxe pour y publier aussi des transcriptions musicales qui sont des analyses faites, ça ne vous étonnera pas, selon la technique paradigmatique inaugurée par Nicolas Ruvé. Donc c'est là qu'on retrouve évidemment mes préoccupations analytiques, techniques, sémiologiques. Et puis il y a quelque chose là-dedans qui est dans ce disque qui est, je crois, vraiment une nouveauté. C'est que, évidemment, avec le résultat du travail des missionnaires a fait que le nombre de chants de chaman que l'on dispose sur les disques, j'en ai fait l'inventaire à travers, sur le disque des Jeux de gorge, il y a un chant de chaman qu'on avait réussi à trouver. Dans les disques de Laura Bolton et dans les disques de Madame Coranda qui ont été faits aussi en Alaska, il y en a peut-être 2 ou 3. Enfin, si on fait le
total des chants de chamans dont on disposait jusqu'à ce que j'aille à Pundinlet et Igloolik, on n'en a pas plus d'une douzaine pour l'ensemble de la culture de l'ère inuit, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais j'ai eu une grande chance, c'est que à Pundinlet, j'ai établi une relation, je dirais, de complicité avec un informateur qui est tout à fait remarquable, qui s'appelait Kuman Gapik. Et Kuman Gapik était tout à fait prêt à me refiler, à me faire part, à me faire connaître les chants de chamans dont il se souvenait. Ce qui fait que dans ce disque, il y en a, si je ne me trompe, 16 ou 17, n'est-ce pas, ce qui est en fait la collection la plus considérable dont on dispose. Alors, en plus, au point de vue anthropologique, comme j'étais logé chez quelqu'un dont je ne partage pas du tout les orientations en matière religieuse, mais pour lequel j'ai le plus grand respect en matière anthropologique, le père Guy-Marie Rousselière, qui m'avait hébergé, avec qui je discutais beaucoup des moissons que je faisais dans l'année, des moissons que je faisais dans la journée, le père Marie Rousselière, quand je lui ai dit que j'avais enregistré des chants de chamans, eh bien, au lieu de... bien sûr, il n'a jamais favorisé l'exécution des chants de chamans dans la communauté, mais il avait admirablement compris l'importance que ça avait au point de vue anthropologique et ethnomusicologique, et c'est lui qui a traduit les chants de chamans de mon disque. Alors, qui sont publiés dans ma notice. Et alors, non seulement il connaissait l'Inuktitut à l'endroit et à l'envers, mais il connaissait aussi le vocabulaire secret des chamans, ce qui fait que j'ai bénéficié, et là aussi, il y a eu une complicité et je dirais une générosité quand même. J'insiste là-dessus parce que je trouve qu'il aurait pu censurer ça. Il aurait pu dire « Ah ben non, les chants de chamans, on n'en parle pas, c'est contre tous mes principes, etc. » Mais il avait parfaitement compris que c'était une richesse que de pouvoir en disposer. Et c'est une richesse encore plus grande lorsque ça m'a permis d'établir quelque chose auquel je ne m'attendais pas. C'est qu'au fond, il y a plusieurs sortes de chants de chaman. Enfin, il y en a deux grandes catégories. Il y a le fait qu'un chaman peut composer un chant de danse à tambour qui va être exécuté lors d'une fête. Alors, généralement, quand le chaman a composé ces chants en question, les autres se gardaient bien de les chanter parce qu'ils en avaient peur. Ça devenait en quelque sorte sa propriété. Mais au point de vue musical, les chants de chaman composés pour ces circonstances avaient toutes les caractéristiques identiques au pisit, au chant de danse à tambour, avec le rôle du tambour. Et alors, à ma grande surprise, alors que c'est un fait d'évidence qui ne fait aucun problème, alors que le tambour est associé au chant de chaman, n'est-ce pas, les chants que m'a fait Kuman Gapik, je n'ai pas compté la statistique, mais la plupart d'entre eux sont sans accompagnement de tambour. Et il m'a dit de manière explicite, mais très très claire, il me disait non, ces chants-là, je ne peux pas les chanter avec un accompagnement de danse à tambour. Et il m'a donné la raison. J'ai même pas eu à aller la chercher, il me l'a donné. Il a dit, c'est parce que lorsque je chante ces chants, c'est l'esprit, c'est tel et tel esprit qui chante à travers moi, qui chante à travers mon corps. Et quand on compare les enregistrements de chants de danse à tambour avec les chants de chaman, les chants de vision chamanistique qui sont là, on observe une chose qui est absolument extraordinaire, c'est un trémolo dans la voix, un tremblement dans la voix, ce dont on ne peut pas rendre compte avec des transcriptions, mais au point de vue sonore, dans le disque, on entend ces vibrations de la voix qui sont censées être la traduction musicale du tremblement de la voix des esprits. Alors, je trouve que, évidemment, pour l'établir, il fallait avoir une collection de chants de chaman suffisamment importante pour que ce ne soit pas seulement le fait du hasard, mais tous ces chants qui sont joués sans tambour, eh bien, sont caractérisés par une vibration tout à fait spécifique et particulière de la voix de Kuman Gapik. Il a été d'une précision et d'une netteté pour me dire non, il ne peut pas y avoir de tambour sur ces chants-là. Alors on peut imaginer que dans les temps traditionnels, lorsque le chaman faisait des invocations,
parce que ça n'est jamais décrit de façon très très précise dans les rapports de Rasmussen ou d'autres. On ne sait pas vraiment, lorsqu'il nous parle des chants de chaman, il ne nous précise pas si vraiment il y avait du tambour ou il n'y en avait pas. Mais grâce à ces documents, on peut comprendre qu'une partie du répertoire des chants de chaman, avec cet objectif spécifique de nous traduire, de nous transmettre la voix des esprits, était exécutée sans tambour. Et ça donne à ces chants une couleur musicale qui est tout à fait particulière et qui était propre à ce qu'étaient les chamans. Alors, c'est là, évidemment, où on voit, encore une fois, là, je vais plaider pour la paroisse de ma profession, que l'ethnomusicologue doit intervenir et même apporte, je crois, dans ce cas précis, une information supplémentaire essentielle par rapport à ce que l'on trouve dans la littérature lorsqu'il est question des chants de chaman chez les grands explorateurs ou les grands anthropologues qui s'en sont préoccupés, comme Rasmussen. Innagolo ittogolo lallago innagolo ittogolo lallago innagolo along inna ittogolo along inna ya piakkamita utuliagago pinnang nakakayak palay bang machuga vili ya chuga vili ya Alors avec ce travail fait par mes collaborateurs dans le Québec arctique, à Quai d'Orsay, et par moi-même à Point d'Inlet et Igloolik, j'aurais pu m'en tenir à m'intéresser et à travailler sur la musique des Inuits dans l'Arctique canadien. Mais j'avais entendu dire qu'au Japon et en Sibérie, il y avait aussi du jeu et du chant, ou du chant de gorge. Je ne rentrerai pas là dans la distinction parce qu'il faudrait faire une ethnographie assez compliquée de ces manifestations musicales dans ces régions. Et alors, j'ai eu une chance assez extraordinaire. C'est qu'il y a un ethnomusicologue japonais qui est décédé maintenant, qui s'appelait Kazuyuki Tanimoto, qui était un véritable collectionneur infatigable de musique inuite. Alors il est allé partout, il est allé en Groenland, il est retourné, je lui ai donné les noms de mes informateurs, il est allé à Igloolik et Point Inlet, il est allé dans l'Arctique de l'Ouest, au Canada, il est allé dans l'Alaska, il est allé en Sibérie, etc. Il a une collection de bandes qu'il a accumulées pendant 30 ans, et qui, je sais qu'il y a actuellement des discussions avec ses héritiers pour que ces collections de bandes soient convenablement numérisées et soient mises à la disposition des chercheurs. Bon, ça c'est une avenue possible de l'avenir des recherches sur la musique des Inuits. Ce qu'il y a, c'est que, étant donné qu'il avait passé une année sabbatique à Montréal, en bonne politesse et réciprocité qu'on pratique dans les pays asiatiques, il m'a invité sur son terrain chez les Aïnous, pardon. Il m'a invité sur son terrain chez les Aïnous dans l'île de Sapporo, au Japon. Alors, il est sorti de cette collaboration un disque publié dans la même collection que celle où j'ai publié les jeux de gorge des femmes inuites, donc les chants des Aïnous du Japon. Mais alors, justement, vous ne trouverez pas, il y a un des documents extraordinaires là-dedans, c'est un chant de chaman qui est chanté par cette femme qu'on voit ici, qui est d'une beauté alors sonore absolument extraordinaire. Là aussi, on sent la voix de l'esprit qui est présente. Mais vous ne trouverez pas de chant ni de jeu de gorge dans ce disque. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a deux grandes familles d'Aïnous. Il y avait les Aïnous qui étaient dans l'île d'Hokkaido, au nord du Japon, et il y avait les Aïnous qui étaient dans l'île de Sakhalin, qui a été après la guerre, qui est passée sous administration soviétique. Et apparemment, là où on pratiquait les chants ou les jeux de gorge, c'était à Sakhalin. La seule chose que j'ai obtenue, mais la qualité sonore est vraiment trop mauvaise pour que je vous l'inflige, c'est qu'en faisant des recherches dans les archives de la NHK, c'est-à-dire de la radio-télévision japonaise à Tokyo, recherche que j'ai faite avec M. Tanimoto, parce qu'il fallait bien que quelqu'un me déchiffre les fiches qui étaient écrites en japonais. À un moment donné, il me dit « Ah, écoute, là,
sur ces 3 faces de 78 tours, on a du récoup de quart, c'est-à-dire du jeu de gorge. Alors évidemment, ça c'est l'excitation maximale, n'est-ce pas, de dire ça y est, je l'ai trouvé enfin. Alors ce que j'en ai retenu dans un premier temps, c'est les circonstances cérémonielles dans lesquelles le jeu de gorge était exécuté par les Aïnous de l'île de Sakhaline. Et ça vient d'ailleurs renforcer à un niveau global l'idée qu'il y a un lien entre le chamanisme et les jeux de gorge. C'est-à-dire que les jeux de gorge des Aïnous sont, d'après les documents que j'ai eus et les renseignements que j'ai eus, imitent la voix de l'ours. Et pourquoi est-ce qu'il imite la voix de l'ours? Parce que ce chant, il est exécuté lors du festival de l'ours, qui est un petit peu analogue à ce qu'on avait en Alaska, c'est-à-dire la fête de la baleine, la fête de la vessie, la fête du messager, etc., où chacune des danses et chacun des chants était destiné à des esprits particuliers, et en particulier à des animaux, bien entendu. Et les chants de gorge dont j'ai entendu parler étaient exécutés au moment où l'ours qui avait été mis dans une cabane au moment du festival de l'ours avait la gentillesse de bien vouloir se laisser tuer, de façon à ce qu'on renvoie son âme et son esprit dans le paradis des ours, afin qu'il dise à ses congénères qu'il avait été très très bien traité. Alors c'est très intéressant parce que jusqu'à une époque relativement récente, le jeu de gorge qui se pratiquait chez les Aïnous dans la Sibérie soviétique était relié très explicitement à une cérémonie, un festival. Et par ailleurs, dans ce festival, ça j'ai les bandes, j'ai les enregistrements, il y a des tas de chants du répertoire des Aïnous qui étaient joués dans ces cérémonies. L'autre élément, donc j'ai eu, grâce à Tanimoto, j'ai eu un pied dans le circumpolaire, en dehors du circumpolaire canadien, disons, ou alaskien. Et Tanimoto avait organisé, et ça a été un très très grand moment, il avait organisé un festival de musique circumpolaire à Anadyr, en Sibérie. Alors, il en reste une trace, c'est parce que j'ai fait, à l'occasion de ce festival, j'ai fait énormément d'enregistrements de musique sibérienne, qui est accessible par n'importe qui, parce que j'ai demandé assez récemment à un ancien étudiant de faire du nettoyage et de faire une mise en ligne de tous les chants sibériens que j'ai enregistrés il y a 20 ans dans cette région-là. N'est-ce pas? Donc, c'est accessible sur Internet, c'est relié au laboratoire d'ethnomusicologie de la faculté de musique. Et alors, j'ai travaillé, la personne qui a fait ce travail, c'est quelqu'un qui connaît le russe, qui a fait lui-même ses terrains chez les Turcs, au sens sibérien, n'est-ce pas, chez les populations sibériennes, mais quelqu'un qui connaît le russe couramment. Et ce qu'il a fait, j'ai simplement voulu que mon matériel soit mis à disposition sans que je l'étudie de manière plus approfondie. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est reparti dans mes bandes. Il y avait les enregistrements de mes entrevues avec les autochtones. Il s'est vite aperçu que les traductions qui m'étaient fournies à partir du russe par les jeunes interprètes qui étaient là n'étaient pas tout à fait adéquates. Il a remodifié toutes les informations que j'avais obtenues. Et pour chacun des chants, sur ce site de musique sibérienne, eh bien, il y a simplement les informations que j'ai obtenues, qui ont été transcrites et qui sont accessibles. Alors, par rapport au jeu de gorge, il y a eu une information capitale, deux informations capitales. Il y en a une dont je n'ai pas été témoin personnellement, mais j'ai vu la vidéo qui m'a été encore communiquée par Tanimoto. C'est une vidéo qui a été faite par une choréologue russe, qui est maintenant décédée, qui travaillait à Leningrad et qui avait filmé des danses et des cérémonies chez les Tchoutchks. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a un moment donné, alors quand j'ai passé ça autrefois dans des conférences, ça a mis complètement le public par terre, c'est qu'il y a une de ces danses, à un moment donné, c'est rigoureusement identique au jeu de gorge tel qu'il est pratiqué au Nouveau-Québec.
Et moi, j'avais présenté mes documents, mes vidéos enregistrés par mes collaborateurs dans le Nouveau-Québec. Je montre ça devant cette femme et là, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle voit ça et c'est ce qu'elle avait vu elle-même quand elle était allée filmer et travailler sur les tchouchtches. Alors, il est évident, c'est quelque chose de tellement spécifique qu'on était vraiment mis en présence de la réalité de cette culture musicale circumpolaire. Hein, c'est un concept qui avait été proposé par un ethnomusicologue américain qui s'appelle William Malm, qui était un spécialiste de la musique japonaise et qui a d'ailleurs publié une photo où on voit les femmes tchouchtches en train de chanter le rekukara. C'était l'information que j'avais eue. Et je crois pouvoir me risquer de dire qu'il y a eu au fond une culture musicale qu'on pourrait appeler paléo-esquimaude, de la même façon qu'il y a eu probablement un niveau linguistique paléo-esquimau qui était commun à toute cette zone qui va de la Sibérie jusqu'au Groenland, qui s'est diversifié selon les régions, mais qui évidemment sont ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est le dérivé de racines communes, de la même façon que les langues qu'on connaît en Europe, italien, espagnol, roumain, français, etc., sont des dérivés des langues européennes. Hein. Et je crois que les linguistes s'accordent assez bien pour considérer qu'il y a des zones comme ça de troncs communs avant leur diversification. Eh bien, je crois qu'il y a eu un tronc commun de manifestations musicales dont ces jeux de gorge, ces chants de gorge exécutés par les Tchouks, mais rigoureusement, c'est hallucinant, absolument incroyable, comparé au jeu de gorge des Inuits, c'est identique. Mais en plus, ils sont joués à côté de d'autres choses, à côté de d'autres façons de faire des danses à tambour, à côté de d'autres manières de faire des chants de faire des chants de gorge. Voilà. Alors, c'est un petit 30 secondes sur une bande, mais qui ouvre des perspectives. J'avais envisagé à un moment donné d'aller poursuivre l'investigation en Sibérie russe. Je dois dire que je ne l'ai pas fait, à la fois pour des raisons financières, mais aussi parce que les conditions de travail sur le terrain en Russie sont extrêmement aléatoires. C'est-à-dire, ce qui se raconte dans la profession, c'est on vous emmène en hélicoptère dans tel et tel village, et puis on dit si tu ne nous donnes pas 1000 $, on te laisse là. Alors, comme en plus je ne parle pas le russe, j'ai préféré ne pas... J'ai un petit peu abandonné cette idée. Puis il y a bien un moment donné où il faut stopper la recherche. Mais j'apporterai ici un dernier élément d'information à propos de cette comparaison entre les jeux de gorge de l'Arctique canadien et les chants de gorge de la Sibérie. J'ai eu la chance de rencontrer, je crois que c'était à Magadan, des femmes qui faisaient du chant de gorge. Et alors, là, elles ne le font pas. Évidemment, on l'a vu tout à l'heure, au Québec, dans le sud de la terre de Baffin, où les manifestations de jeux musicaux qu'il y a dans l'Arctique de l'ouest de la baie d'Hudson, ce sont toujours deux femmes qui sont en face l'une de l'autre. Et ici, elles sont à 5 ou 6 à faire le jeu de gorge. Alors ici, je voudrais, pour terminer, dire l'importance que peut avoir une méthodologie spécifique et ad hoc sur le terrain. Il y a un très grand ethnomusicologue français, spécialiste de l'Afrique, qui s'appelle Simha Aram, qui a été confronté à des musiques d'une complexité polyphonique délirante. Ce sont des musiques qui sont exécutées par des trompes. Alors la première trompe, elle fait... La deuxième trompe, elle fait... La troisième, etc. Les musiques de trompe sont faites sur chacune d'une échelle de 5 notes, comme ça, mais ils jouent tout ça ensemble. Il est absolument impossible, quand on écoute les enregistrements, de savoir ce que fait chaque joueur de trompe, chaque musicien. Alors il a eu une idée de génie. Son idée de génie, ça a été de se dire... Ces gens qui font ces musiques de trompe, ils savent ce qu'ils font et ils ne font pas n'importe quoi. Alors, il a inventé
une technique d'enregistrement. Vraiment, il était le premier à faire ça. Il demande à la première trompe, il lui dit tu veux me jouer ta partie? Oui, patron. Ta, 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 ta. Ensuite, il utilise un deuxième magnétophone sur lequel il va enregistrer seul la deuxième trompe, mais en plaçant un écouteur sur les oreilles du joueur de la deuxième trompe, qui de ce fait va entendre ce que fait le joueur de la première trompe. Ce qui fait que sur une bande, il a la première trompe, sur une bande, il a la deuxième trompe toute seule, et comble de raffinement, il relie les deux magnétophones à un troisième qui enregistre la première et la deuxième ensemble. Donc il sait exactement comment la deuxième trompe s'articule sur la première. Les ensembles qu'il a enregistrés, ils ont 18 trompes. Vous imaginez la complexité, c'est aussi compliqué que du Messiaen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 1 et 2, après il fait 2 et 3, il fait 3 et 4, et en 2 heures, il a enregistré toutes les exécutions séparées de ces polyphonies. C'est prodigieux. Et ça l'a mené très très loin. Je vous passe sur les autres étapes de sa recherche. Ça l'a conduit, ça l'a amené à découvrir que les polyphonies instrumentales en Afrique étaient fondées sur un chant qui n'est jamais actualisé, qui n'est jamais chanté, mais que les musiciens ont dans la tête et qui leur sert de repère pour faire leur musique pour les trompes. C'est extraordinaire. Et alors quand il fait des conférences là-dessus, c'est tout à fait étonnant parce qu'il nous fait entendre... quelque chose qui n'existe pas dans la réalité, c'est-à-dire il fait entendre les musiques de trompe sur lesquelles il superpose les chants qu'ils avaient en tête pour les jouer. Et là, on comprend, et de fil en aiguille, tenez-vous bien en utilisant la technique paradigmatique. Il fait le paradigme de chacune des voix, il fait le paradigme de tous les répertoires, et il obtient un modèle de chaque musique avec ses trompes qui tient, si j'ose dire, dans le creux de la main, comme ça, qui est le modèle à partir duquel les improvisations de chacun des joueurs de trompe est effectuées. Et en fait, ça explique une chose qui l'avait intrigué, c'est que toutes ces musiques purement instrumentales, elles ont un titre. Le titre qu'elles ont, c'est pas difficile, c'est le titre du chant qu'ils ont dans la tête et qui leur sert de guide pour exécuter les musiques instrumentales. Et alors, il y a une contre-épreuve extraordinaire qu'il a faite, c'est-à-dire que quand il visitait les villages, il avait les enregistrements de musique de trompe et il allait dans d'autres villages que là où il avait fait les enregistrements, il faisait entendre, il disait quoi, et les gens étaient capables de donner le titre de la pièce, c'est-à-dire le titre du chant qui était sous-jacent à ces musiques instrumentales. Ça, je dois dire, c'est une des inventions ethnomusicologiques les plus prodigieuses que je connaisse, parce qu'elle nous fait rentrer dans le système cognitif des musiciens. Bon, alors, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que le problème qui était très très simple, c'est que j'ai pu utiliser cette technique pour élucider comment fonctionnent les chants de gorge chez les Tchouktches. C'est-à-dire que j'avais ces 6 femmes qui faisaient, chacune l'une après l'autre, entraient et se mettaient à faire leur chant de gorge, n'est-ce pas? Donc j'avais aussi une organisation complexe. Et je me suis dit, ça fonctionne comment? C'est ça la question de l'ethnomusicologue, ça fonctionne comment cette musique? Alors c'était très très simple, je leur ai montré la technique d'enregistrement avec 2 magnétophones. Et je le fais pour la première et la deuxième chanteuse. Elle trouve ça absolument rigolo parce que la deuxième, elle chante en écoutant sa copine qui a été enregistrée sur le premier magnétophone. Bon. Et puis après, je dis à la troisième, tu veux écouter la deuxième ou tu veux écouter la première? Ah, je veux écouter la première. Je demande à la quatrième, tu veux écouter la troisième, la deuxième ou la première? Je veux écouter la première. Et je demande à la cinquième, même topo, c'est-à-dire qu'il y a une exécution, le master, si vous voulez. Il y a une exécution fondamentale qui est faite par la première femme et toutes les autres viennent se caler sur l'exécution de leur copine pour faire leurs exécutions particulières. Alors, ça m'a pris très exactement 5 minutes pour comprendre le fonctionnement des chants de gorge chez les Tchouktches, après évidemment des semaines et des mois de recherche de mon collègue Simha Harom en Afrique, qui avait expérimenté cette technique pour comprendre comment fonctionnaient les musiques de trompe. Alors, ce que l'on peut tirer aussi comme conclusion ou comme leçon, je dirais, d'une expérience comme celle-là, vous voyez
voyez, j'ai pu utiliser une technique éprouvée et inventée à propos de musique africaine pour résoudre un problème à propos d'un genre de musique sibérienne. Voilà. Alors, c'est une fois encore, je crois, la nécessité, il faut trouver le temps, mais il faut aussi en avoir la volonté, de lire énormément, de se renseigner sur ce qui se fait à droite et à gauche, mais toujours en ayant à l'esprit qu'on va sans doute ou on va peut-être y découvrir des choses qui permettraient d'élucider les problèmes spécifiques qui sont les nôtres sur notre terrain particulier. Mais ça prouve aussi que la connaissance de l'intérêt spécifique et propre à un terrain particulier, elle passe par la connaissance beaucoup plus vaste d'expériences à la fois scientifiques et musicales observables dans d'autres régions du globe.